présentation de votre nouveau journal. C'est tout de suite sur Monaco Info, au sommaire de cette édition. Les experts scientifiques se sont réunis au ministère d'État pour parler du projet d'urbanisation en mer. Retour sur la rencontre Monaco-Monténégro organisée par le Monaco Economic Board. Un chercheur de trésors pour le Monaco Press Club. Une nouvelle session pour la Belle Classe Academy, les guides polaires au cœur de cette semaine de formation. Une exposition haute en couleurs à la galerie Deco & Beyond. Michel Scarpa nous dévoile ses œuvres entre pop art et multimédia. Nous ouvrons ce journal avec cette réunion qui s'est tenue ce mardi au ministère d'État et qui rassemblait des experts scientifiques. Au cœur de cette session, le projet d'urbanisation en mer, le reportage d'Émilie Rousseau. C'est l'un des chantiers phares de la principauté. L'urbanisation en mer va permettre à Monaco de gagner 6 hectares sur la Méditerranée. Une extension qui s'étendra du Grimaldi Forum au Fairmont Hotel. Après une phase préparatoire, les premiers travaux d'infrastructure débuteront en avril. Ce chantier est notamment suivi de très près par le comité de suivi environnemental. Mis en place en mai 2016, il est composé de spécialistes en biologie marine, en éco-conception ou encore en travaux maritimes. Ce n'est pas parce qu'on construit qu'on détruit automatiquement, hein. Il y a toujours des destructions, mais on peut également construire suivant des principes écologiques, en respectant l'environnement et même en utilisant ces constructions pour améliorer encore l'environnement, pour créer de nouvelles structures qui pourront après être utilisées par des organismes marins, que ce soit des invertébrés ou que ce soit des poissons. Grâce à leurs connaissances, ces 7 experts apportent un regard extérieur sur le projet d'urbanisation en mer, leur savoir-faire en matière de démarche environnementale. Ce comité a donc une importance toute particulière dans la construction de cet écoquartier, et ce, à plusieurs niveaux. Le premier, je pense que c'est d'apporter un regard extérieur et une objectivité sur les propositions du titulaire. Et puis le deuxième, c'est de proposer à Monaco des pistes d'amélioration en discussion avec les enjeux sociaux, économiques, mais également environnementaux. Le comité de suivi se réunit régulièrement. Ensemble, il apporte des solutions techniques, des solutions de recherche, tout en s'appuyant sur des résultats d'études environnementales. Un travail de conseil auprès de l'État. Le principal problème, je l'ai dit, c'est les dégâts qui sont faits sur l'environnement, sur l'écosystème. On va remblayer un morceau de mer, donc tout ce qui était là ne va plus exister. Donc l'idée, c'est de trouver comment faire pour que les impacts soient minimisés d'une part, et d'autre part, comment on peut recréer des habitats qui vont être détruits. Ces 6 hectares sur la mer devraient voir le jour à l'horizon 2025, un chantier pharaonique où les courants marins ont été pris en compte, et ce afin de ne pas perturber l'écosystème. Le comité de suivi environnemental y veille. Nous vous en avons parlé dans une précédente édition. Il y a quelques jours, une délégation du Monténégro était à Monaco. Vendredi, le Monaco Economic Board organisait une rencontre économique à l'hôtel Hermitage. Plus d'explications dans ce reportage. Un rendez-vous qui faisait suite à la visite officielle en principauté jeudi dernier du Premier ministre du Monténégro, Duško Marković. Accompagné d'une importante délégation, ce dernier avait été reçu en audience par le prince souverain avant de s'entretenir avec le ministre d'État, Serge Tell. L'objectif de cette réunion du Monaco Economic Board, mieux comprendre les attentes du Monténégro en matière de coopération économique et touristique et voir comment les entreprises monténégrines pourraient bénéficier des compétences et des expertises présentes en principauté, tout en regardant dans quelle mesure les entreprises monégasques pourraient trouver des opportunités de développement du côté du Monténégro. Je pense que des secteurs comme le tourisme, le développement de l'industrie du yachting, avec notamment à Monaco bien sûr la construction récente de notre nouveau yacht club, et beaucoup de projets dans le domaine de la construction et de l'immobilier pourraient voir le jour parce qu'elles ont du sens et de l'importance pour nos deux pays. Lors du forum, par exemple, le ministre du Tourisme et du Développement durable du Monténégro a expliqué que récemment, des projets immobiliers et touristiques de grande envergure avaient vu le jour avec un groupe international et qu'il y en aurait d'autres dans les prochains mois.
Il a également fait allusion à la construction d'une autoroute, donc d'une infrastructure de première importance pour le développement de son pays, qui permettrait notamment de mieux relier le sud et le nord du Monténégro et qui nécessitera la construction d'ouvrages d'art assez complexes, des viaducs, des tunnels, des ponts, voilà, tout ce qu'une infrastructure de ce genre doit comporter. Et il est clair que les entreprises monégasques actives dans le secteur de la construction ont de réelles compétences en la matière. Et de la même manière, j'évoquais il y a un instant le Yacht Club, les projets de marina déjà développés ou en cours au Monténégro, qui a des kilomètres de côtes absolument admirables sur le bord de la Méditerranée, pourraient faire l'objet d'un échange de vues et de compétences entre le Yacht Club de Monaco et ses homologues du Monténégro. Montenegro is a beautiful country. It's a bit bigger than Monaco. Le Monténégro n'est pas un très grand pays, bien qu'il soit plus grand que Monaco. Il y a beaucoup de choses à offrir dans différents domaines, naturels, culturels, côtiers et montagnards. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et nous sommes seulement à 1h20 de vol de Monaco. Comme c'est un pays bordé par la Méditerranée, nous avons de très belles plages, des kilomètres de plages. Et même aussi belles que celles des Bahamas. Vous pouvez découvrir également de splendides montagnes juxtaposées aux plages, donc vous pouvez très facilement passer de l'une à l'autre et tout le monde peut y trouver son bonheur. Une réunion qui faisait également suite à des accords signés en 2013 dans les domaines de la coopération économique et du développement durable et qui a permis au Monténégro et à la Principauté de Monaco de renforcer encore un peu plus les liens qui les unissent. Focus sur le traditionnel petit déjeuner du Monaco Press Club qui a eu lieu ce mardi matin au Yacht Club. L'invité, un chercheur de trésors, Eric Surcouf. Patricia Navarro l'a rencontré. Il y a énormément de trésors sous-marins parce qu'il faut savoir que, je dirais, depuis l'Antiquité, on considère que 40% des richesses qui ont été extraites par l'homme sont aujourd'hui au fond des mers. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire. Et des richesses, bien sûr, qui ont été extraites il y a très longtemps, mais surtout dans la période post-médiévale, c'est-à-dire à partir de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, qui est la période qui m'intéresse le plus. Il y a eu des découvertes fantastiques, l'or au Pérou, l'argent en Bolivie, et puis toutes les autres, les émeraudes en Colombie, etc., etc., etc. Donc là, je parle uniquement des matières précieuses, parce qu'il y avait d'autres richesses, bien entendu, mais qui malheureusement aujourd'hui, avec l'eau de mer, au fur et à mesure des siècles, ont été détruites. Vous êtes un chercheur de trésors, comment procédez-vous? Je procède de la même façon qu'un archéologue d'État, c'est-à-dire que nous commençons par des études en archives extrêmement poussées. Le travail en archives est un travail qu'il faut absolument ne pas négliger. Ensuite, bien sûr, il y a les accords avec les gouvernements locaux, parce qu'on arrive et on signe un accord avec des gouvernements qui acceptent, tous ne le font pas, la France malheureusement ne le fait pas. Bien sûr, très important, il faut qu'on trouve des partenaires financiers, qui sont des partenaires privés en général, et qui acceptent de financer nos opérations. Et là, il y a un partage à 50% avec ces financiers. Vous avez découvert plus d'une dizaine d'épaves, vous en avez remonté 7. Dans quelle zone du monde se situait-elle et que contenait-elle? Alors j'ai eu la chance de signer 7 permis gouvernementaux. Je suis le seul au monde d'ailleurs à avoir signé 7 permis, avec des pays dans la zone Caraïbe, des pays dans l'océan Indien, et des pays également au large de la mer de Java. Donc ce qui fait que j'ai trouvé aussi bien des jonques chinoises là-bas que des galions espagnols, que des navires des compagnies des Indes, portugais, hollandais, anglais et français. Il y a surtout effectivement les valeurs les plus importantes, ce sont les pièces en or et en argent, les lingots d'or et lingots d'argent, les bijoux, des perles, toutes sortes, les émeraudes bien sûr, beaucoup sur les galions espagnols. Voilà ce qui reste. Qui a entendu parler de la Belle Classe Academy? Établi par le Yacht Club de Monaco, ce centre de formation propose des enseignements destinés aux professionnels du yachting
Il y a quelques jours, une session a accueilli durant une semaine des guides professionnels de grands espaces spécialisés dans la découverte des régions les plus reculées du monde. Une semaine de formation pour les guides polaires, c'est le reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Ils sont 10, des guides professionnels spécialisés dans le Grand Nord, autrement dit dans la découverte des régions les plus reculées du monde, telles que l'Arctique ou l'Antarctique. Ces 10 guides viennent de recevoir une formation sur la sécurité et la survie, formation certifiante appelée STCW, une session mise en place au sein des locaux de la Belle Classe Academy du Yacht Club. À travers cette formation, Monaco affirme son savoir-faire en matière de yachting. La Belle Classe Academy, c'est un élément de plus pour compléter ce programme que nous avons mis en place, qui est Monaco Capitale du Yachting, qui comprend forcément une école. On est certainement à Monaco la plus forte concentration annuelle de méga-yachts. Et donc il fallait donner la possibilité aux équipages, quand ils sont arrêtés, de se former, de réviser leur brevet ou de compléter leur formation. Donc ça, c'était indispensable. On a certains aspects très développés et puis on est heureux de la tournure que prend. L'exemple est aujourd'hui, mais on ne peut que se féliciter de cette initiative. Le centre de formation du Yacht Club de Monaco est destiné aux amateurs, aux cadres du yachting ainsi qu'à tout autre professionnel désireux de mettre à niveau des compétences en matière de navigation, de plaisance, de protocole, de service et ici de sécurité. Accueillir ainsi 10 guides polaires en pleine Méditerranée peut paraître paradoxal et pourtant. On est venu se former, et paradoxalement, en région polaire. Alors il y a le fond, évidemment, la tradition polaire qui a été élaborée, mise en place par le prince Albert Ier et qui continue avec le prince Albert de l'image, une des images de Monaco. Et ensuite, concrètement, maintenant, avec le développement du tourisme en zone polaire, on a beau être formé sur les problèmes liés aux animaux, liés à l'environnement, mais nous sommes aussi des gens qui exerçons en mer. Et la Belle Classe Academy a développé un label d'excellence pour cette formation du STCW, qui est le niveau marin et que nous sommes venus trouver ici à Monaco. Ces guides polaires sont salariés de la société franco-suisse Grands Espaces. Ils sont tous spécialisés dans des domaines bien particuliers, géologues, ornithologues, vétérinaires ou encore par exemple photographes. Ils ont pu acquérir cette semaine des connaissances et des techniques de premiers secours en mer, mais aussi connaître les gestes à adopter en cas d'incendie à bord. Il faut savoir que le tourisme dans le Grand Nord attire de plus en plus de monde, environ 100 000 personnes par an, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Prochaine croisière d'expédition pour cette entreprise le 2 juin, avec probablement la visite du glacier de Monaco en Arctique au Spitzberg. Au chapitre culture, direction la galerie Deco Beyond pour y découvrir la dernière exposition de Michel Scarpa. Entre dessin animé et cinéma, il s'agit d'un storyboard d'images juxtaposées. Le reportage de Vanessa Dissi. C'est en 1984 que Michel Scarpa renoue véritablement avec l'expression artistique. Au début des années 2000, il s'empare de l'iconographie populaire via le dessin animé et le cinéma qu'il superpose sur des plaques de plexiglas. Ça fait longtemps. C'est une progression qui m'a mené à ça. Avant, je travaillais avec le papier, toujours les images, et maintenant c'est ça. C'est les mêmes images, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que chaque fois que je change de technique, elle reste la même. Mais le sujet, je ne supporte pas de faire la même chose. C'est pas dans mes gènes. Dans mon travail, il n'y a aucun message. C'est pas dans une interview comme ça qu'on va pouvoir discuter, ça je vous l'assure. Non, il n'y a pas de message. C'est très personnel. Je le fais pour moi. Je vis le jour le jour. Je vais continuer à faire ce que je fais, je suppose. Non, peut-être maintenant je vais changer un peu. Mais ce sera dans la même ligne. Issu d'un milieu russe, allemand, français et italien, Michel Scarpa a une enfance marquée par la précarité des années d'après-guerre. Sa vie change alors en 1958, où il étudie la peinture à Londres, mais l'artiste a toujours baigné dans le domaine de l'art. Je me suis retrouvé dans l'art dès que j'étais gosse, parce que mon père m'a poussé vers l'art. Et je fais ça depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai aimé ça, bien sûr, c'était mon choix, mais j'ai toujours été là-dedans, d'un côté ou de l'autre. Sauf une brève période dans les années 70 où j'ai fait autre chose, mais à part ça, j'ai toujours fait ça. Ce n'était pas des tableaux, c'était quelque chose en relation avec l'art.
Ça fait 50 ans de ça, alors c'est difficile à se rappeler pourquoi j'ai commencé. Peut-être parce que je n'étais pas capable de faire rien d'autre, je ne sais pas. L'exposition de Michel Scarpa est à découvrir à la galerie Deco & Beyond jusqu'au 2 juin prochain. Mercredi soir, c'est Champions League au Stade Louis II. Les Monégasques reçoivent Manchester City pour les 8e de finale, retour de la compétition. Les joueurs de Leonardo Jardim croient en leur chance de qualification. Il faudra pour cela gagner avec 2 buts d'écart. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Même si le championnat reste la priorité de l'AS Monaco, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est dans toutes les têtes. Une qualification possible si les Monégasques l'emportent par 2 buts d'écart. À l'aller, les hommes de Leonardo Jardim avaient réussi à tenir tête aux Citizens jusqu'à la 70e minute. Une défaite 5-3 due notamment à plusieurs petites erreurs des Rouges et Blancs. Malgré ce score, ils restent déterminés et croient en une qualification. On est prêt parce que vraiment on n'a rien à perdre parce qu'on savait que match aller ça jouait à rien. Et voilà, j'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs. Et 2-0 c'est faisable. Ouais, tu y crois vraiment? Moi j'y crois moi. Et on pense que ce sera un bon match mercredi. Quel type de match il faut faire? Est-ce qu'il faut attaquer vite ou rester prudent et placer les bonnes banderies? Comment tu imagines ce match? Tout ce que vous avez dit. Prudent, attaquer et voilà, d'être bien concentré parce que contre les grandes équipes comme ça, une erreur, tu la payes cash et voilà, j'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que match aller. Si Monaco reste invaincu en championnat depuis le début de l'année, City compte seulement 2 défaites en 2017, toutes compétitions confondues. L'équipe de Pep Guardiola, actuellement 3e de Premier League, compte bien conforter son avance acquise à l'Etihad Stadium, mais Monaco a les armes pour réussir l'exploit. Il faudra faire un match exceptionnel parce qu'on sait que City ils sont bien. Mais ici à la maison, avec nos supporters, on peut le faire. On a cette ambition. Et après, on verra. Il ne faudra surtout pas faire d'erreurs, c'est ça. Hein. Comme au match aller, il y a eu des petites erreurs. Il faudra être surtout très concentré et ne pas faire d'erreurs. Oui, défensivement, on sait qu'il ne faut pas prendre des buts. Après, on sait que ce n'est pas facile de jouer contre ce type d'équipe. On va essayer d'être concentré et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait là-bas. Après, on sait aussi qu'offensivement, on est une équipe très forte et qu'on peut faire des buts. On va tout faire pour passer. Tout faire pour passer et l'AS Monaco a déjà réussi à renverser la tendance. Rappelez-vous, c'était en 2004 face au Real Madrid. Cette année-là, Ludovic Giuli et ses coéquipiers avaient atteint la finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. Monaco-Manchester City, c'est ce mercredi à 20h45 au Stade Louis II. À noter, le temps sera au beau fixe tout au long de la semaine. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la météo. À compter de mercredi, la tendance sera au bleu, des nuages isolés et peu de vent. Le climat sera assez doux tout au long de la semaine. Les maximales atteindront même les 19 degrés jeudi avec un beau temps calme et printanier. Peu de changements pour le week-end. Un temps sec en avance sur le calendrier, assez ensoleillé. Les premiers jours de la semaine prochaine seront quant à eux plus changeants, se partageant entre le gris et le bleu. À suivre à présent les sorties cinéma de la semaine, suivies de tout l'art du cinéma. À bientôt sur Monaco Info.